Entendez, et puis l'hymne européen qu'elle chantonne, c'est Ursula von der Leyen. Pendant que, voilà, tout bouge, etc. Et elle écoute, et on l'attaque, et elle se défend, et voilà. Ursula, mais le problème n'est pas Ursula, mais Ursula, c'est la statuette du commandeur, et derrière, qu'est-ce qu'il y a, ou devant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a eu de sacrés discours, notamment le vice-président américain qui arrive, donc on s'est dit, bon, très bien, et il vient au premier jour de la conférence de la sécurité de Munich. Et il dit des choses, et je ne vais pas raconter tout son discours, vous l'avez sans doute écouté, mais je voudrais dire quelque chose, les quelques extraits qui ont vraiment fait du bruit. Notamment, il dit ceci, il dit, écoutez, la menace qui m'inquiète le plus en Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni celle d'aucun autre acteur extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas et qu'il ne redoute pas ce qui peut se passer en Russie et en Chine. Ce qui m'inquiète, dit Vance, c'est la menace venant de l'intérieur. C'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, les valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé de voir qu'un ancien commissaire européen a semblé se réjouir récemment à la télévision du fait que le gouvernement roumain venait tout juste d'annuler une élection entière. Il a averti ce ancien commissaire européen, que si les choses ne se passaient pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne. Je rappelle qu'il y a des élections le 23 février prochain. Et il continue, le commissaire européen, vous l'avez tous reconnu, un certain Thierry Breton. Tout, ajoute Vance, de notre politique vis-à-vis de l'Ukraine à la censure numérique est justifiée au nom de la défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts responsables menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous conformons à des normes suffisamment élevées. Et je dis nous, c'est toujours Vance qui parle, parce que je suis profondément convaincu que nous sommes dans le même camp. Et je voudrais terminer là-dessus parce que je crois que c'est très important. Je vous le dis, nous sommes tous, en tout cas, sommés au bon sens du terme d'écouter cela. La liberté d'expression, j'en ai peur, est en retrait. Mes amis, par souci de vérité, je reconnais parfois les voix les plus promptes à réclamer la censure ne sont pas venues d'Europe, mais de mon propre pays. Donc il reconnaît que des voix pour la censure, évidemment, s'exercent en Amérique plus souvent qu'à leur tour. La précédente administration a menacé et fait pression sur les entreprises de réseaux sociaux pour qu'elles censurent ce qu'elles qualifiaient de désinformation. Et il donne des exemples, coronavirus, laboratoire en Chine, etc. Et il finit là-dessus, J.D. Vance. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen le plus sûr de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection, même quand il s'agit de personnes influentes de l'extérieur de votre pays. Croyez-moi, je dis cela avec humour. Si la démocratie américaine a survécu à 10 années de remontrance de Greta Thunberg, vous pouvez sans doute survivre à quelques mois d'Elon Musk. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour. Sinon que les moyens de M. Musk ne sont pas nécessairement ceux de Mme Thunberg. Oui, mais encore que rappelez-vous quand même l'immense résonance au moment où elle a dit « How dare you, you have stolen our life ». Mais Stéphane Thunberg, j'ai dit intéressant lapsus. Hein. Oui, intéressant. Stéphane Bureau, je rappelle, vous êtes journaliste franco-québécois, vous avez un podcast très suivi, Contact, et je voudrais quand même, à votre avis, on a vu, et juste avant de donner la parole, je voudrais que vous écoutiez la réaction qui est quand même tout à fait passionnante, du président de la conférence de Munich, le président Christoph Eusgen, président de la conférence de Munich. Écoutez, 30 secondes, il parlait de ce discours de Vance. Écoutez. The speech of Vice President Vance on Friday. We have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult. Et là, on n'a pas l'image, bien sûr, il est en sanglots, il pleure, il ne peut pas achever, effectivement, son discours, et on l'applaudit.
Mais qu'est-ce que ça traduit, ça, Stéphane Bureau, quand même? Ben, ça fasse même quelque chose d'un peu grotesque déjà. Non pas que la menace réelle qui plane sur l'Europe, parce que les États-Unis sont très déterminés, et M. Vance l'est aussi, grotesque dans la mesure où ce qu'il aurait énoncé serait en rupture complète avec d'autres valeurs qui seraient davantage incarnées dans ce qu'on entendait à l'instant, c'est-à-dire dans les valeurs européennes qui seraient différentes de celles qui animent les États-Unis. Alors, ponctuellement, et tactiquement, c'est clair que les Américains ont défini quelque chose qui n'avait jamais été entendu. Mais je ne pense pas que les valeurs de l'Amérique, que ce soit M. Vance ou historiquement, soient tellement différentes de celles de l'Europe. La différence, c'est que les cache-sexes sont tombés, ou les masques. C'est ça, et les que masques sont tombés, oui, on voit d'autres choses, selon qu'on préfère voir les visages ou autre chose. Du Canada ou d'ailleurs. Ou selon ce qu'on veut voir. Non, je vous dirais donc que dans le cas qui nous intéresse, on est, vous l'avez soulevé, en face probablement d'un des événements les plus marquants, déterminant dans les rapports transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe depuis 1945. C'est du jamais vu et du jamais entendu. Surtout jamais entendu. Mais je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent et qui sont français qu'en septembre 2021, les États-Unis, à l'époque dirigés par M. Biden, ont un peu trahi la France dans l'histoire des sous-marins, l'entente qui était apparemment conclue entre la France. Alors on me dira, c'est pas une affaire de principe semblable. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une relation de confiance et elle a été parfaitement sabotée par les Américains qui ont choisi de faire entendre leurs intérêts et de court-circuiter les Français. C'était à propos de l'Australie, ça. Oui, mais c'est un contrat très conséquent que l'Australie avait passé à la France pour la construction de sous-marins nucléaires, technologie française, et les Américains ont saboté la transaction. C'est un redoutable coup de jarnac. Alors, quand on parle de nouvelles valeurs, ce que je vois surtout en ce moment, c'est un vice-président qui annonce le programme. Alors, à nous, ici, maintenant, de réagir et d'en prendre acte. Mais les États-Unis, depuis toujours, alors on a beaucoup parlé de l'ingérence américaine, j'allais dire, les États-Unis, depuis toujours, veillent à leurs intérêts. C'est pas nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Sous des discours peut-être plus onctueux, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que les personnages, Trump et Vance, sont un peu hors gabarit. Mais les intentions sont maintenant claires et on parle de l'ingérence américaine. Or, l'ingérence américaine, elle est opérante depuis 1945. On en parlait avant. Tout à fait. Le plan Marshall, c'est une forme d'ingérence. Alors, certainement davantage bénéfique à la France, mais elle était aussi, cette ingérence, bénéfique aux intérêts américains. Historiquement, quand les Américains ont choisi d'intervenir en Irak, c'était pas un peu de l'ingérence, c'était beaucoup d'ingérence. En Afghanistan aussi. Et la France avait choisi sur le coup, en Irak, de ne pas s'en mêler parce qu'ils voyaient parfaitement, nous voyons à l'époque très bien le piège. C'est donc pas nouveau. Et je termine là-dessus parce que c'est aussi en Allemagne, puisque ça s'est passé à Munich, qu'on a dénoncé cette ingérence. Et j'ai été surpris de voir celui qui risque d'arriver en tête dimanche prochain aux élections législatives, M. Mersch, qui disait mais comment a-t-il osé voir Alice Weidel, la patronne de l'AfD, alors que lui, il y a 2 semaines, était prêt à voter avec l'AfD une loi sur l'immigration. Alors, de 2 réalités, laquelle est la plus conséquente? Non, mais l'intérêt, Stéphane Bureau, c'est pas ça. C'est que, sans entrer dans le détail des élections qui vont arriver, il y a eu 2 choses intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypocrisie est tombée. Les masques sont tombés, comme vous l'avez dit. Et en fait, ce que dit l'Amérique, écoutez, voilà, nous, c'est notre politique. Parce que, je rappelle, Trump, parce qu'il y a Vance, mais il y a Trump, le patron, qui a dit, je vais rencontrer Poutine très incessamment. Il n'a pas dit ça comme ça, mais style, j'ai pas besoin de l'Europe pour le rencontrer. Ça va se passer hors l'Europe, il faut quand même le dire, même s'il ne l'a pas dit dans ces termes. Et puis, écoutez, voilà, si vous n'êtes pas content, débrouillez-vous autrement. Parce qu'en même temps, je voudrais vous faire réagir là-dessus, Keir Starmer, le Premier ministre anglais, a dit, mais on va envoyer des troupes, on est prêt à envoyer des troupes pour maintenir la paix, si la paix se fait. D'autres aussi disent ça. Et on a entendu vraiment des choses tout à fait remarquables là-dessus. Et en fait, Vance, en l'occurrence, dit aux Européens, est-ce que les Européens là-dessus, et je voudrais avoir un peu votre ressenti, parce qu'ils sont non pas sommés, ils disent alors quelle va être notre attitude? Donc cet après-midi, il y a une conférence informelle qui se réunit, invitée par Macron à l'Élysée. Mais au fond, est-ce que l'Europe
a une politique commune aujourd'hui? Une politique commune de défense peut-être sur le papier, mais il n'y a certainement pas d'armée commune. Et M. Zelensky répond, lui, et nous donne les bonnes réponses. C'est-à-dire que il veut des garanties sécuritaires américaines. Ne fait pas confiance à l'Europe pour garantir la sécurité, l'intégrité de ce que sera le territoire ukrainien après que nous aurons conclu une entente de paix, si tant est qu'elle soit jamais conclue. Alors, il y a là des évidences qui s'imposent à la face même de ce que disent les protagonistes. Et ce que disent effectivement les Américains, c'est que, pour l'instant, ils ont l'intention de négocier avec Poutine. Mais les choses ont évolué depuis quelques minutes. Parce que les émissaires du président sont ou seront en Arabie Saoudite demain pour rencontrer les émissaires russes. C'est-à-dire, d'un côté, Marco Rubio et Rutcliffe, et de l'autre côté, Sergueï Lavrov. Et ce qui est important dans la délégation américaine, parce que ce n'est pas un hasard, M. Witkoff, qui est théoriquement le représentant du président américain pour les affaires du Proche-Orient, est aussi dans le coup. Il a favorisé la libération d'un prisonnier américain qui était en Russie il y a une dizaine de jours. Ça a été annoncé la veille du fameux téléphone entre M. Poutine et M. Trump. Donc, Witkoff qui est là, parce que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un hasard non plus. C'est un acteur important sur l'échiquier de la Maison-Blanche, qui essaie aussi de régler la situation, si tant est que ça soit possible au Proche-Orient. Mais ce n'est pas un hasard si Mohamed Ben Salman est intégré à l'opération. Sinon, qu'on a aussi une certitude, c'est que s'il devait y avoir un sommet entre M. Trump et Poutine, l'Arabie Saoudite est désignée parce qu'on sait qu'il ne sera pas arrêté. M. Poutine, il y a un mandat d'arrêt. S'il venait en Europe, ça serait difficile de le faire. Alors, je reviens à cette délégation. Ils sont là demain pour commencer les pourparlers. Mais on a appris il y a quelques instants que M. Zelensky serait présent mercredi en Arabie Saoudite. Donc, la semaine dernière, on disait... Pas le même jour, mais le lendemain. Ouais, mais donc, il ne va pas participer, normalement, à la réunion. Il fera peut-être antichambre. Comme c'est arrivé depuis le début de cette accélération de la normalisation, d'abord, des relations entre les États-Unis et Moscou, parce que depuis 2022, on ne se parlait pas du tout. Là, il y a des relations directes qui ont été amorcées. Et ce qui risque d'arriver, c'est que, comme depuis quelques semaines, M. Zelensky sera mis au courant, mais après que les manœuvres soient amorcées. Il est toujours un peu en rattrapage. Oui, et c'est le moins que l'on puisse dire, et puis c'est pas ça, c'est que, effectivement, en fait, ce qui est intéressant, que ce soit pour l'Europe, pour Zelensky et autres, en fait, le tapis s'est dérobé sous leurs pieds. Jusqu'à présent, avec l'administration Biden, encore une fois, pas de jugement de valeur là-dessus. Mais ça se passait, voilà, nos alliés, nos amis, etc. Et on voit très 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 bien ici en Europe, et vous le savez, Stéphane, mieux que personne, c'est qu'on se dit, bon, alors quelle manœuvre adopter? Et au fond, la vraie question qui est posée, encore une fois, tombons les masques et tombons l'hypocrisie, est-ce qu'on est prêt, et encore une fois, et on est prêt à faire la guerre pour l'Ukraine ou pas? On le saura On le saura bientôt. Sinon, peut-être qu'il y aura quelque chose comme un cessez-le-feu qui, pour autant, ne sera pas une entente de paix complète, qui pourrait repousser, comme plusieurs le disent, un nouveau conflit avec la Russie dans quelques années, quand la Russie aura aussi pensé ses blessures, parce qu'il faut voir que cette guerre est très coûteuse en hommes et en femmes au front. Les coûts financiers pour la Russie ont été élevés. Donc, c'est évident aussi qu'un répit peut permettre, si tant est que l'ambition de M. Poutine soit de faire main basse sur l'ensemble de l'Ukraine. Il a toujours, lui, dit que c'était une opération militaire spéciale pour les 4 oblasts qui l'intéressaient, où il y avait des minorités russophones. Et puis des minerais extraordinaires dans le Donbass. Qui sont justement très près de la ligne de front. C'est aussi peut-être pour ça que M. Trump est pressé de régler, parce que lui a clairement fait savoir que son intérêt était de se rembourser directement à même les ressources en terres rares qui se trouvent en Ukraine. Alors, si on laisse avancer davantage les Russes, du point de vue des Américains, c'est un peu le trésor qui disparaît. Parce que c'est ça qu'on voudrait bien être capable d'aller chercher. Du point de vue des Américains, c'est une opération gagnant-gagnant. Là-dessus, M. Zelensky, qui était apparemment la semaine dernière ouvert à des négociations, assez habilement avait dit, si vous voulez parler business, on parlera business. C'est un langage que comprend bien Donald Trump. C'est un peu rebiffé en fin de semaine en disant, il n'est pas question que vous puissiez justement venir chercher ce que vous convoitez, à moins que nous ayons notre mot à dire dans l'entente de paix qui sera négociée, ce qui est tout à fait légitime de la part de l'Ukraine, qui ne veut pas être le dindon de la farce. Bien sûr. Le problème, c'est est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ou pas? Qu'en pensez-vous, André? Écoutez, moi l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment, Stéphane, que
Vance a fait tomber les masques, encore une fois, évidemment pour les intérêts de l'Amérique. Mais il oublie, et je crois que le cadeau, je ne dirais pas empoisonné, mais le cadeau effectivement très lourd qu'il nous laisse, c'est est-ce qu'il y a une politique européenne vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'Europe, enfin de l'Europe, de ce continent européen et non pas dans l'Union européenne, que nous avons fermé les yeux et les oreilles, nous avons fait semblant que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et que nous découvrons tout à coup les terrifiants pépins de la réalité. Moi, c'est ça l'impression que j'ai. On a eu cette conversation plusieurs fois ici. Quand la réalité vient cogner à la porte, c'est toujours un peu brutal parce que c'est jamais au bon moment que cette réalité s'impose. Ça fait 3 ans, enfin non, ça fait, je dirais, 2 ans et demi, ou pendant 2 ans et demi, devrais-je m'amender, on a expliqué qu'il était possible de gagner cette guerre, que les efforts redoublés des Européens et des Américains permettraient peut-être à l'Ukraine de renverser la vapeur. Or, ce qu'on constate de plus en plus, et brutalement, c'est que cette vapeur ne se renverse pas et que les Russes sont très, en ce moment, à la manœuvre avec l'initiative. Oui. Et tout le monde le mesure. Donc, est-ce que les Européens sont capables d'influer le cours des choses? Ben, depuis 3 ans, si ça avait dû arriver, je pense qu'on aurait été en mesure de constater. Ça serait déjà arrivé. Et c'est le test de cette volonté de serrer les coudes ici. Et vous disiez, aller à la guerre, j'en sais rien, parce que c'est peut-être pas ce qui se présente à l'horizon immédiat, mais d'être capable de déployer des moyens qui pourront, dans la balance du pouvoir des rapports de force, bien sûr, peser. Faire peur et peser. Et pour l'instant, je ne pense pas que les Russes soient terriblement intimidés quand le président Macron, par exemple, l'hiver dernier, disait il y aura peut-être des bottes françaises en Ukraine. Je ne pense pas que... Il avait même dit, nous sommes prêts à protéger, il faut nous protéger, il faut en tout cas aller... Mais là, pour le moment, et puis quelque chose, je voudrais finir là-dessus, en fait, Stéphane Bureau, avec vous, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très étonnant. Alors évidemment, on en profite pour dire, regardez, encore une fois, Trump est le jouet de Poutine. Enfin, il ne vaut pas jusque-là, mais c'est pratiquement ça. Je l'ai lu. Vous l'avez lu, le jouet de Poutine, ou bien la marionnette de Poutine, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que personne ne s'attendait, et pourtant quand on connaît Trump, il l'a dit 10 fois pendant sa campagne, et bon, je vais résoudre ce problème en 24 heures, ce qui est des rodomontades, bien sûr, mais... il le rencontre, il va l'rencontrer, et quand ils se parlent, quand on commence à se parler, vous savez très bien que ça entraîne des dynamiques très différentes, quoi. L'histoire bientôt nous le dira, et c'est évident que les gens à Moscou en ce moment doivent se réjouir de ce que les choses aient si brutalement changé. Je crois que c'est aussi justement lié à la logique des rapports de force. Monsieur Trump lit assez bien ou assez justement. C'est pas un jugement de valeur que je rends sur ce qui se passe. C'est une lecture, encore une fois, du réel. Et on n'a pas été beaucoup habitué à ça. Il est évident que Vladimir Poutine ne fera pas de compromis ou de concession, tant et aussi longtemps qu'il a l'initiative. Et sur le terrain, sur le champ de bataille, je le répète, et ça a été dit 1000 fois depuis quelques semaines, quelques mois, les Russes ont l'avantage. Et peuvent attendre encore, en tout cas. Et le calendrier de M. Poutine n'est pas celui de M. Trump non plus. Il n'y a pas d'élection de mi-mandat dans 2 ans. Donc, il a le temps, y compris le temps de faire la fine bouche et de dire les conditions ne collent pas. Parce qu'à ce jour, on entend les Américains dire ce qu'ils font, mais on n'a pas beaucoup entendu les Russes commenter les perspectives d'une entente de paix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont dit au départ, nous ne nions pas les contacts. Bon, voilà. Et ils seront présents demain avec le redoutable Lavrov, systématiquement sous-estimé par et puis le redoutable Lavrov est là depuis 25 ans. Ce qu'ils ont, les Russes, c'est qu'ils ont la longueur et le temps long. Comme les Chinois du reste. Comme les Chinois du reste. C'est un peu l'avantage. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais c'est l'avantage. Merci Stéphane Bureau. On continuera à dialoguer avec vous sur ce qui va se passer. À mon avis, il va se passer beaucoup de choses. Nous ne sommes qu'au commencement du début. C'est passionnant.